Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'il est en direct sur le site du Journal du Net et de Décideurs TV et vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de ce live. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louis Dreyfus. Bonjour. Bienvenue. Alors vous avez été directeur financier du quotidien La Provence, vous avez été directeur général du Nouvel Obs de Libération et des Inrocks et vous êtes aujourd'hui donc administrateur de Prestalis, de l'AFP et président de l'ESJ Lille et de Sciences Po Lille et évidemment président du directoire du groupe Le Monde. Vous êtes là pour ça aujourd'hui, on va en parler. Alors première question, pour que les internautes peut-être situent bien en deux phrases, c'est quoi être président du directoire du Monde ? En gros, on a une gouvernance qui est constituée d'un binôme avec quelqu'un qui est en charge des contenus, du Monde et plus généralement de l'ensemble du titre du groupe. Donc c'est Gilles Van Cotte qui fait partie du directoire et qui est directeur du Monde. Et puis quelqu'un qui est en charge de la transformation économique et du développement, mais de la partie économique. Et c'est le président du directoire, donc c'est moi. Alors, un plan de mobilité a été présenté début octobre au Monde. Qu'est-ce qui prévoit ce plan de mobilité ? Le plan de mobilité, il part du constat qu'on a besoin de mettre de plus en plus de ressources sur le net, sur les activités numériques, sur le digital, qu'on a des projets de développement qui marchent, mais qui nécessitent de la ressource supplémentaire, et que parallèlement sur le quotidien, on a besoin de garder un socle fort, avec des formats forts, mais probablement un peu moins de ressources. Donc on a cherché à dégager des ressources, à mettre moins de ressources sur le papier, qui est une activité qui est plutôt mature, et en dégager plus pour sur le numérique pouvoir construire des succès comme Pixel ou comme les décodeurs, qui sont les derniers succès qu'on a eu sur le monde.fr, qui sont nés des équipes du monde.fr, mais qui nécessitent des ressources. Donc c'est ce basculement qu'on essaye de construire avec une logique RH qui était celle du plan de mobilité. Ce basculement va se traduire par la réaffectation d'une trentaine de postes sur le numérique. On sait que les journalistes traditionnels ont parfois tendance à considérer que le métier de journaliste web consiste en une précarisation de la profession. Est-ce qu'il y a une adhésion en interne vis-à-vis de cette mobilité ? On essaye de combattre ça de deux façons. D'abord, si vous regardez la structure hiérarchique de la rédaction du Monde, ça fait 2 ans que le directeur de la rédaction est le directeur des rédactions. Donc il y a un seul et même directeur. Et à la fin de l'année, à la fin de l'année 2014, on fusionnera les deux sociétés. Il se trouve qu'aujourd'hui, le directeur des rédactions s'appelle Jérôme Fenoglio, était il y a encore 2 ans rédacteur en chef des activités numériques, donc il a une vraie connaissance, conscience, expérience dans ce domaine. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de basculer des gens, c'est de dire on a besoin de ressources supplémentaires sur le numérique. C'est des projets en croissance, en développement, donc il y a une appétence, à mon avis, au sein de la rédaction pour participer à des activités en croissance plutôt qu'être juste affecté au papier. Donc moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, grâce aux efforts de Gilles Van Cotte et de Jérôme Fenoglio qui portent ce projet, il y a quand même une adhésion assez large et que d'un côté sur le numérique, ils sont heureux qu'on mette des moyens supplémentaires et que sur le papier, ils comprennent cette logique. Par ailleurs, on a essayé de combattre une logique, c'est celle que vous décriviez, c'est-à-dire qu'il y avait une logique de CDI systématique sur le papier et de précarisation éternelle sur le web. Aujourd'hui, on s'est engagé à ce qu'on maintient les effectifs. Aujourd'hui, quand un journaliste du Monde, qu'il soit Monde ou Monde.fr, quitte l'entreprise, on le remplace. Donc il y a un socle commun. Je crois qu'on est le seul groupe de presse à avoir fait ça. Et par ailleurs, on s'est engagé sur les 10 prochains recrutements que 80% de ces recrutements, donc 8 sur 10, soient affectés à des CDI sur des projets numériques. Donc on essaie justement de veiller à ce qu'il y ait moins de précarisation sur le numérique qui était un phénomène classique. Du coup, sur la réaffectation des 30 postes, elle est déjà actée, il y a eu des candidatures ou est-ce qu'on Il y a des candidatures en ce moment. Les chefs de service ou les rédacteurs en chef reçoivent les candidats et en fonction de ça, ils sont retenus ou pas. Un internaute demande combien va perdre Le Monde cette année et l'année prochaine ? Le Monde, donc le groupe a perdu environ 2 millions d'euros l'an dernier. On reste sur une perte qui est du même ordre, sachant que plus de 100% de cette perte est constituée des pertes de l'imprimerie. C'est-à-dire que pour un groupe qui perd 2 millions d'euros, un des éléments de ce groupe, qui est l'imprimerie, en perd 4. Donc on a un groupe qui, une fois que cette imprimerie sera probablement fermée, puisque c'est aujourd'hui l'option sur laquelle on travaille, on aura un groupe structurellement rentable. L'activité papier sera rentable dès lors que... L'activité papier, à partir du moment où on dit qu'on a une seule et même rédaction qui travaille pour l'un et pour l'autre, nous on considère que la réalité c'est qu'il faut marier le compte de résultats du papier et du web et que la somme des deux, donc la marque Le Monde,
sera rentable. Ouais. Le problème, c'est que le numérique, ça pèse même pas 15-20% du chiffre d'affaires global de la marque. En fait, c'est un peu l'équation économique qui se pose aujourd'hui au groupe Média. C'est que sur le papier, on fait énormément de chiffre d'affaires, mais on perd de l'argent. Alors que sur le web, on est ultra rentable, mais ça reste une activité de niche qui peine à décoller. Est-ce qu'il n'y a pas un problème insoluble? Non, je pense pas. Il y a deux choses différentes. D'abord, sur le papier, il y a des contre-exemples. On l'a vu quand on a créé le M, le magazine du Monde. On a quelque chose qui a été créé toute pièce il y a 3 ans par les équipes de Marie-Pierre Lannelongue, qui est structurellement rentable. Et très rentable. Donc on peut avoir une activité papier rentable. Sur le web. Qui est sur un positionnement ultra porteur publicitairement parlant. Et pas seulement. C'est-à-dire qu'on a gagné en 1 an, en 2 ans, on a gagné 30 000 abonnés papier ce jour-là, des lecteurs. Quand on fait des unes comme la une sur une semaine à l'Élysée avec François Hollande, on a une augmentation des ventes en kiosque de 10%. Donc non, il y a un modèle assez vertueux. Et puis en parallèle, il y a le web, où on a un modèle qui est atypique en France, qui est un modèle freemium, puisqu'on a beaucoup d'abonnés payants et de la publicité. Donc nous, on considère qu'il faut continuer à travailler là-dessus, donc à élargir l'assiette du numérique, donc à développer le gratuit, l'audience, d'où les projets de développement qu'on a, et Pixel en était un formidable exemple. Et puis développer les abonnés payants. Et là-dessus, on arrive à organiser une transition. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnés payants? On a 145 000 abonnés payants au numérique, dont un peu plus de la moitié sont des abonnés stricto sensu au numérique. Pour vous donner un référentiel, je crois que nos confrères de Libération ont un niveau d'abonnés numériques légèrement inférieur à 10 000, et que le Figaro et les Échos doit être entre 15 et 20 000. Donc on est très en avance là-dessus, grâce, pas seulement grâce au travail des équipes actuelles, il faut rendre hommage au travail qu'a accompli Jean-Marie Colombani, qui a très tôt décidé d'investir sur le monde interactif, dans les équipes, et aujourd'hui on en récolte les fruits. Alors, une internaute demande, tous les patrons de presse jurent que le papier ne mourra jamais. Est-ce que c'est pas un peu de la langue de bois? Et pourquoi ne pas l'admettre? Non, on ne dit pas que ça ne mourra jamais, on dit que ça ne mourra pas à court terme, parce qu'aujourd'hui, quand on le voit, nous, Le Monde, très concrètement cette année, nous aurons une diffusion papier qui sera à peu près stable. Vous êtes un des rares groupes, d'ailleurs, en France, à réussir à préserver sa stabilité. Voilà, alors parce que le statut du Monde, à mon avis, nous met un peu en dehors de ce marché, et puis parce qu'on investit dans les contenus. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de fatalité. Est-ce qu'il y aura des journaux papier à 20 ans? On peut se poser la question, mais je pense que la question, elle sera plutôt comment on arrive, quel type de médias ou de contenu consommeront les jeunes qui ont aujourd'hui moins de 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est le principal enjeu pour nous. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il y aura plus de journal papier dans 5 ans. Je pense que c'est pas réaliste. On a des diffusions qui sont relativement stables. On passe du temps à l'étranger. On a à peu près les mêmes courbes de vente que nos confrères du New York Times, de la Republica. Donc voilà, on sait qu'à terme, mais c'est assez loin. Donc aujourd'hui, quand on étudie la fermeture de l'imprimerie, justement, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une structure de coût qui soit moins liée à l'activité papier, mais qui soit concentrée sur une chose qui est la production des contenus. Alors, il y a une recette, un secret pour relancer les ventes. C'est quoi? C'est faire des scoops, c'est des unes chocs, c'est lancer des nouveaux magazines qui payent mieux Je pense que c'est investir dans la qualité des contenus. Et donc que tous les groupes qui décident, parce qu'ils n'ont pas le choix, donc parce qu'ils ne sont pas adossés à un actionnariat assez stable, de couper dans les contenus de manière systématique, auront de plus en plus de mal à faire payer les contenus qu'ils produisent. Et donc là, ils tombent dans une spirale qui, à mon avis, est assez vertigineuse. Nous, le fait qu'on investit dans les contenus, d'où l'engagement qu'on a fait sur la rédaction, se traduit quand même par des produits de très bonne qualité qu'on sort. Et donc quand effectivement qu'on sort des informations exclusives, eh ben on a des ventes qui progressent. Donc on l'a bien compris, vous êtes une marque bimédia. Typiquement, vous avez récemment lancé une nouvelle mouture de la version papier. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous arbitrez entre ce que vous publiez sur le papier et ce que vous mettez sur le web? Est-ce qu'il y a une logique éditoriale derrière les contenus des uns et des autres? Alors il y a une logique éditoriale, c'est-à-dire que tous les matins, on a la rédaction en chef arbitre entre les différents tempos, et que quand on a des scoops qui sont produits par la rédaction, on a très tôt le matin une séquence qui nous est proposée par la rédaction en chef et qui dit, ben voilà, on va commencer par une alerte, puis derrière il y aura un article pour nos abonnés, puis il y aura sur les réseaux sociaux une partie des articles, puis sur le papier, puis sur le gratuit. Donc on commence à maîtriser très bien ce cycle qui est un cycle d'information virale, tout en privilégiant les contenus payants, parce qu'aujourd'hui on a pas mal d'abonnés qui payent. D'accord.
Alors, on a des petits rigolos sur le chat. Pierre B demande quand va-t-on gagner de l'argent? L'an prochain. L'an prochain, d'accord. Alain W demande pourquoi vouloir racheter LCI plutôt que BFM TV? Alors, sur LCI, la réflexion, elle est des 3 actionnaires assez simple en disant eux investissent dans ce groupe dans la durée. Donc, ils se projettent plutôt à 10 ans. À 10 ans, on sait que le cœur de notre activité, il sera numérique. Aujourd'hui, le cœur de la consommation de l'information numérique, il est audiovisuel. On fait des vidéos, on est une équipe de 7 personnes qui fait un travail de qualité. Vous avez un studio? On a un studio, on est une équipe qui produise tous les jours. On doit être aujourd'hui autour de 6 millions de vidéos vues par mois, donc c'est tout à fait raisonnable. Mais on sait qu'il faut franchir 1 ou 2 marches très vite. Et donc quand on a appris qu'LCI risquait de fermer du fait de son propriétaire, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion pour nous justement de gravir plusieurs marches en récupérant à la fois un savoir-faire, une expérience et une fréquence. C'était ça le raisonnement. BFM, c'est un autre schéma. C'est un groupe qui d'ailleurs n'est pas en vente, qui a sa logique propre, donc c'était pas la même chose. Et vous en feriez quoi si vous rachetiez LCI? Alors, le projet qu'on avait défendu, c'était de garder une chaîne payante, puisque c'était la décision du CSA, et en parallèle de développer des formats numériques, puisqu'on trouve que LCI est une chaîne de qualité, à qui manquait une activité numérique, d'une même manière que je pense que ceux qui tuent les formats papier pour rester sur une seule activité web ont tort, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à construire un modèle économique. Nous, on considère qu'un projet qui tuerait le format audiovisuel et abandonnerait la fréquence pour juste faire du numérique serait un format voué à l'échec. On voulait garder le socle audiovisuel, la chaîne, une chaîne d'information en continu, mais en parallèle, développer des contenus sur le numérique. Et combien vous seriez prêt à mettre sur la table? Ça, c'est des questions qui concernent les actionnaires du monde et Nonce Paolini. Alors, à moins que Nonce Paolini soit en direct sur le live, je crois qu'on va garder ça pour lui. Justement, concernant Nonce Paolini, le Conseil d'État donc, a décidé qu'il allait statuer en courant 2015 sur le passage éventuel en gratuit de LCI. Est-ce que vous pensez que ce sursis donnera le temps à Nonce Paolini de considérer votre offre qu'il avait qualifiée initialement d'offre de coin de table? Je pense que c'est... Est-ce qu'il a vraiment envie de vendre LCI aussi? C'est un peu la question qu'on se pose, finalement. Parce qu'on a l'impression que c'est soit il la saborde, soit il la passe en gratuit. Alors, d'abord, c'est ce que lui avait annoncé. Hein. Donc je pense que le temps que lui donne le Conseil d'État va lui permettre, lui, de réfléchir à toutes les options. Maintenant, le calendrier est entièrement dans sa main. Nous, on maintient qu'on a un intérêt, mais on ne peut pas avancer sans lui. Vous avez repris contact depuis la décision du Conseil d'État? C'est à lui qu'appartient les prochaines étapes. Donc vous on est à sa disposition. D'accord. Mais il y a eu une offre formelle de reprise. Hein. Il y avait des rumeurs, Ok. Alors justement, vous ne pouvez pas nous donner le prix que vous seriez prêt à mettre sur la table. En revanche, est-ce que vous pouvez nous parler du prix que vous seriez prêt à mettre une fois le rachat effectué? C'est-à-dire pour développer la chaîne, pour... Non, là c'est la même chose. Et TF1 nous l'a exprimé à plusieurs reprises dans des formats très différents. Oraux ou écrits, ils sont très attentifs à ce qu'on ne s'exprime pas sur le modèle économique du projet sans qu'on en ait discuté avec eux. Donc on respecte leurs prérogatives. D'accord, donc un internaute demande, c'est ce qu'on vient d'aborder un petit peu, mais quels sont vos projets d'un point de vue éditorial? Vous avez parlé de numérique concernant LCI, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? La chaîne resterait en tant que telle ou il y aurait quand même... Non, il y aura une chaîne. On l'a redit aux équipes de LCI, puisqu'on a eu l'occasion de voir à la fois les sociétés personnelles, les représentants du personnel. C'est un projet qu'on souhaite construire. S'il devait avancer avec les équipes, c'est-à-dire que leur métier, c'est faire une chaîne d'information en continu. Nous, je pense qu'on maîtrise très bien les métiers du numérique. Sur l'information en continu, ce n'est pas du tout notre métier. Donc, si on construit, c'est avec les équipes de la chaîne. Toujours dans la veine diversification des activités, vous avez lancé un festival Le Monde récemment. Ouais. Est-ce que vous allez continuer à vous lancer dans le hors-média, qui est une activité assez prisée finalement des groupes, parce que assez rentable et permet de dégager de nouvelles sources de revenus? Pas seulement parce que c'est assez rentable. On voit qu'il y a les lecteurs, les internautes ont envie que ces grandes marques médias, que peuvent être Le Monde, Télérama, puissent être animateurs du débat d'idées, puissent être des acteurs de ce débat et puissent leur permettre de rencontrer des personnalités d'envergure. Moi, ça m'a frappé au Monde Festival. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont venues, un samedi et dimanche, qui était un week-end ensoleillé, qui ont payé pour assister à ces débats. Une semaine après, nous avions
Télérama Dialogue, qui était un jour 36 débats au Théâtre du Rond-Point, on a 6000 personnes qui sont venues, qui ont payé. Donc on voit bien qu'il y a une envie que ces marques médias, au-delà de leur support d'origine, moi ça me permet d'avoir des marques qui soient plus vivantes, plus incarnées. Donc on va continuer. Donc par exemple sur le Monde Festival, on a signé pour 3 ans avec l'Opéra de Paris. Stéphane Lissner, visiblement, est très heureux de cette expérience. Donc on la reproduira l'an prochain. En cela, vous êtes un peu en ligne avec la pensée qui avait été un peu critiquée de François Moulias, de dire que Libération est plus qu'un journal, c'est une marque. C'est finalement une logique qui s'applique aussi au Monde. Aujourd'hui, finalement, vous êtes une vraie marque, vous n'êtes pas seulement un journal. Oui, mais nous, on considère que notre cœur, le cœur de notre métier, le cœur de notre Ça activité, c'est la production d'informations. Le socle autour duquel on va construire nos développements, c'est la rédaction du Monde. S'il y a un développement avec lequel la rédaction n'est pas en accord, on ne fait pas ce développement. C'est pour ça qu'ils ont une minorité de blocage au sein du capital et qu'on veille avec eux à construire en amont les développements. Alors toujours sur le Monde, l'idée du remaniement du quotidien, c'est avant tout de permettre de le mettre en avant par rapport au web. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une véritable attente des gens justement sur le web aussi ? Ah oui, mais je pense qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on avait besoin de distinguer plus clairement ce qui faisait les spécificités du papier et du web. Donc le papier, on donne plus d'espace à ce qu'on appelle le temps long, c'est-à-dire le reportage au long, l'enquête, et que la plus-value purement informative est très souvent sur le digital. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on renonce à avoir une ambition forte de formats différents sur le digital. Moi, je vois ce qu'on a pu faire en termes de formats différents, ou ce qu'on appelle de grands formats sur le web, qui sont des choses très regardées. Jérôme Fenoglio, avant de prendre la direction de la rédaction, avait fait un retour sur Fukushima qui nous avait donné lieu à un grand format sur le web. Donc on essaye d'investir sur des formats différents. On considère que le web doit être bien plus que juste du flux. C'est pour ça qu'on a une rédaction importante. C'est pour ça qu'on travaille sur de nouveaux formats. Qu'est-ce qui marche sur le web ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Il y a des éditions spéciales ou des... Non. J'ai vu un truc avec Florence Aubenas. Oui, alors, je pense que ce qui marche le mieux, c'est ce qui nous différencie des autres. Donc, il y a tout un boulot que fait remarquablement la rédaction du Monde.fr, c'est de se servir de ce qui faisait l'ADN du Monde et de le transformer. Donc, le reportage de Florence est un bon exemple, puisqu'on l'a transformé en format texte et photo. Si vous prenez des formats différents innovants, Pixel et les décodeurs, qui sont deux formats qui sont nés au sein de la rédaction du Monde.fr, où ils sont venus nous dire, voilà, nous on a envie de faire ça, et on a imaginé ça. Aujourd'hui, Pixel et le Monde.fr, aujourd'hui, doit être chacun à 3 millions de visites par mois, ce qui doit être à peu près au niveau du site de France Inter. Et en termes de temps de fréquentation, ils sont déjà au-dessus de la rubrique internationale du Monde, qui était la grande rubrique du Monde historiquement. Donc on voit que sur les nouveaux formats, quand on arrive à chercher des formats qui correspondent plus aux nouvelles audiences du net, on se développe, et que la rédaction du Monde, et notamment du Monde.fr, est très bonne là-dessus. On reproche beaucoup aux rédactions web, finalement, d'avoir une stratégie éditoriale qui est pilotée peu ou prou par Google News, d'être dans une course au clic, les articles qui buzzent. Est-ce que c'est un mouvement que vous interdisez au sein du Monde, ou est-ce que vous concevez que finalement ça fait partie du jeu et il faut aussi donner à l'internaute ce qu'il a envie d'avoir ? Oui, on a forcément envie d'être lu, donc il y a cette course à l'audience. En même temps, la rédaction du Monde est très vigilante à ce qu'on garde la rigueur qui fait la force du journal, qui, à mon avis, explique en grande partie ce statut de journal de référence qu'on veut reproduire sur le net. Et puis nous, on a une stratégie qui est mixte, qui est gratuit payant, donc on peut se permettre d'avoir beaucoup de contenu qui soit strictement réservé à nos abonnés pour nous amener plus d'abonnés. D'accord. En termes d'expérience utilisateur, donc, on parlait des usages du web. L'usage qui explose sur le web, c'est le mobile. Le Monde a lancé une application très ambitieuse dans le courant de l'été. Quels ont été les premiers retours sur cette application ? Alors, on a forcément des premiers retours, mais c'est comme une nouvelle formule print. Les nouveautés rencontrent toujours le même écho. C'est-à-dire qu'il y a un début où l'internaute ou le lecteur cherche ses repères. Aujourd'hui, on a une vraie croissance du numérique et notamment du mobile. Donc pour nous, l'expérience est très réussie. Vous connaissez le pourcentage du mobile dans vos audiences web ? C'est la moitié, c'est un peu plus de la moitié de notre audience aujourd'hui. D'accord, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Alors, Dassault, Niel, Pinot, Arnaud, Drahi, Bolloré, faut-il être milliardaire pour acheter un journal ? Je ne crois pas, je crois qu'il faut être entrepreneur. Si vous regardez les différents noms que vous avez cités, moi, ce qui me frappe, c'est que la différence entre
Xavier Niel, Pierre Berger, Mathieu Pigasse d'un côté, et les autres, c'est que beaucoup d'autres, pas tous, mais beaucoup d'autres, sont rentrés sur ce secteur pour des raisons statutaires ou pour y chercher des bénéfices collatéraux, qui, à mon avis, peuvent être préjudiciables aux marques médias. Moi, les 3 actionnaires qu'on voit de manière très régulière, j'ai construit le projet de reprise avec eux. Ils sont très clairs. Ils disent on veut que ce groupe soit le premier groupe média indépendant, que les marques soient des marques indépendantes avec des rédactions de grande qualité. En revanche, pour qu'ils soient indépendants, il faut qu'ils soient rentables. Donc, ma mission, c'est d'arriver à ce que ce groupe soit structurellement rentable. Voilà. Tout en préservant l'indépendance de la rédaction. Donc, on est très vigilant là-dessus. Et sans que Mathieu Pigasse, dans son métier, Pierre Berger, dans son histoire, ou Xavier, dans ses développements, aient besoin d'utiliser le monde pour réussir dans leurs activités. Ils ont des réussites suffisamment importantes pour nous laisser très indépendants. Les priorités absolues pour qu'ils soient rentables, s'il y en avait 3? Il faut faire probablement 3 choses. Il faut finir d'adapter le schéma industriel, c'est-à-dire travailler avec les organisations syndicales pour sortir d'une imprimerie qui aujourd'hui pèse à hauteur de 200% des pertes de tout le groupe, c'est-à-dire qui plombe le groupe. Et les salariés de l'imprimerie n'y sont pour rien, mais aujourd'hui il y a un changement de modèle qui fait qu'on a un outil qui est obsolète. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on accélère la mutation numérique. Donc c'est ce qu'on fait avec le plan de mobilité, c'est ce qu'on fait en investissant sur la nouvelle application mobile. Sur la mutation numérique, j'ai juste une question. Ouais. On voit que vous avez racheté l'Obs, vous êtes intéressé à LCI. Étrangement, vous êtes a priori pas positionné sur des groupes pure players. Typiquement, à un moment, Allociné était en vente, ça reste quand même une belle marque. Est-ce que ça aurait pu vous intéresser? Alors Allociné, ça aurait pu nous intéresser. On ne nous l'a pas proposé. C'est une marque, mais il n'y a pas de rédaction, donc ce ne sont pas des producteurs de contenu dans la réalité. Et puis c'est des niveaux de valorisation qui nous semblent toujours très excessifs. Pour vous donner un schéma... C'est qu'il y a un effet bulle un peu sur les c'est-à-dire qu'Allociné a dû être racheté pour une valorisation de l'ordre de 75 millions d'euros. Ouais. Et l'investissement dans l'Obs, il est inférieur à 10 millions d'euros. Oui, alors l'Obs, c'est un peu un cas particulier aussi. Non, on est assez opportuniste, c'est-à-dire on regarde au cas par cas. Vous ne refusez pas en tout cas. On regarde beaucoup de dossiers. Xavier Niel est un grand investisseur. Mathieu Pigasse, un grand banquier d'affaires. Donc mécaniquement, ils ont accès à tous les dossiers. Donc on trie, mais on regarde beaucoup. Ils sont persuadés qu'on doit pouvoir reproduire ce qu'on est en train de réussir sur le monde, sur d'autres marques, et en constituant un grand groupe. Le développement numérique peut donc passer par de la croissance externe. Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui le monde est dans une logique de rachat. On peut le dire comme ça On n'est pas dans une logique de rachat, mais on ne s'interdit pas de regarder les opportunités à partir du moment où elles sont cohérentes avec notre positionnement, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas tout, qu'il faut qu'on soit mesuré dans notre capacité à absorber les différentes acquisitions. Je pense que là, il y a une phase de redressement pour le nouvel Obs qui mobilise beaucoup d'énergie. Mais derrière, les actionnaires du monde continueront à regarder s'ils peuvent construire de la croissance externe. Pas de manière systématique, pas de manière échevelée, mais je pense qu'il y a des opportunités. Alors justement, Claude P, encore un petit malin, demande, êtes-vous satisfait du rachat du nouvel Obs ? Je suis très satisfait de ce que Mathieu Croissando a réussi à en faire. Aujourd'hui, on a les premiers chiffres de vente donc, du numéro de la semaine dernière, puisqu'on a lancé la semaine dernière la nouvelle formule. On doit avoir en gros un doublement des ventes en kiosque. Alors c'est un premier numéro, il appartient à la rédaction de l'Obs de continuer à tenir ce niveau de qualité, mais on a quelque chose qui est très réussi. Sur le numérique, Mathieu Croissando a nommé Pascal Richer, qui est donc un des fondateurs d'Euro 89, qui était avant rédacteur en chef de Libération, qui a une autorité naturelle, une légitimité forte à la fois au sein des rédactions et puis sur le numérique, et puis pour inventer la suite pour l'Obs sur le numérique. Du coup, il va piloter tout le numérique du groupe Nouvel Obs. Toute la stratégie éditoriale numérique. Ouais. Il garde ses activités à la tête d'Euro 89 non, il quitte, d'accord. Mais Euro 89 fait partie bien sûr. de son périmètre. De son périmètre, d'accord. Claude Perdriel avait déclaré « Je n'ai pas vendu le Nouvel Obs, je l'ai donné ». Vous en pensez quoi ? Claude Perdriel a fait un choix qui est rare, c'est qu'il a décidé, avant d'entrer en négociation, à qui il souhaitait transmettre cet actif. Donc une grande partie de la discussion que moi j'ai eue avec Claude Perdriel pour avoir à négocier cette reprise, c'était beaucoup sur la gouvernance, sur ce qu'on voulait faire de l'Obs, de ce qu'il lui avait construit pendant 50 ans,
et assez peu sur les éléments financiers. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement, vous avez lu attentivement, Claude a veillé depuis 4 mois à ne pas perturber la relance du titre, considérant que ce que faisait Mathieu Croissant-Dose, qu'on essayait de faire avec lui, Claude ne pouvait pas le faire puisque lui avait porté l'Obs pendant 50 ans et il nous a transmis l'entreprise. Donc je pense qu'effectivement, on est plus dans la transmission que dans la cession. Et puis par ailleurs, Claude est toujours associé au capital puisqu'il en a encore 35%. Alors un internaute demande combien est-ce que vous avez réellement racheté l'Obs? Je crois que Claude l'a dit. Claude Perdriel l'a dit. D'accord. Vous n'avez plus les chiffres en tête? Non. D'accord. Ok. Alors, peut-être une dernière question pour la route sur le mandat de Rémi Pfimelin à la tête de France Télévisions va prendre fin en août. Votre nom circule. Est-ce que info ou intox? Non, mais les noms circulent parce que c'est le jeu de ces périodes-là. Moi, aujourd'hui, on vient de reprendre l'OBS, on est en train de construire un projet pour l'ensemble du groupe. Très sincèrement, c'est des questions que j'ai pas l'occasion. C'est pas avant 2016. Hein, j'ai pas l'occasion de me poser. Concentré sur le développement du groupe Le Monde aujourd'hui. Entre nous, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à lancer la fermeture de l'imprimerie avant la fin de l'année. Le système de distribution Prestalis est en état quand même de difficulté. On a une relance de l'Obs. Il faut inventer la stratégie numérique. Il faut accélérer sur le numérique du monde. C'est pas des questions que je me pose. Je suis désolé. Alors, un internaute demande quand même à quand la 3e édition du Monde Academy? On essaye de la préparer pour la lancer en tout début d'année 2015. Et ça, c'est une initiative qui a débouché sur des recrutements ou pas du tout? Pour rappel, en fait, c'était des journalistes stagiaires qui faisaient partie de Monde Academy et qui publiaient... Ah non, c'est plus que ça. C'était, on avait offert un appel à candidature où on demandait un CV vidéo pour de jeunes entre 18 et 25 ans pour leur permettre, pour pas qu'il y ait de barrière à l'entrée qui soit juste sur la formation ou sur le niveau d'écriture. On en sélectionnait 70, la rédaction, qui suivait l'activité de la rédaction avec 2 parrains pendant 1 an, qui écrivaient dans le journal et sur le site, et à la fin, on donnait 3 bourses pour 3 lauréats et 3 CDD pour leur permettre de commencer à travailler au sein du groupe. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a un groupe comme Le Monde qui commence à être assez stable avec de très belles marques. Il a été inventé et porté par Florence Aubenas, qui me semble être une des plus belles incarnations du métier. Donc, on a vocation à poursuivre l'expérience. Ouais. Alors, une question qu'on n'a pas abordée également, c'est comment est-ce que le remaniement est accueilli en interne au Monde? Le remaniement de la remouture, enfin le plan de mobilité. En fait. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, et grâce à Gilles Vandecotte qui a réussi à convaincre la rédaction que c'était un mouvement naturel, indispensable, que la rédaction adhère à ce mouvement. Il y aura forcément par moment des frottements parce que la période est compliquée pour qui est journaliste aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a une adhésion assez large. Le projet de filiale pour le personnel administratif et technique a été abandonné? Non, il y a des discussions qui sont en cours. On a l'ensemble des organisations syndicales qui ont toutes signé un accord de méthode. La dernière l'ayant signé, je crois, lundi. Donc maintenant, on va rentrer dans un cycle de discussion pour essayer de progresser. Vous pouvez leur assurer que ce sera en aucun cas une filiale low cost comme certaines peuvent le craindre? Low cost, on n'avait jamais, ça n'a jamais été envisagé. Ils ont peur de perdre en fait les avantages de la convention collective des journalistes, pour certains en tout cas. Mais aucun n'a la convention collective des journalistes, première chose. Et aujourd'hui, on a des comptables, des responsables RH, des financiers, des commerciaux qui travaillent pour des titres qui sont assez similaires, avec des conventions ou des statuts différents et dans 5 sociétés différentes. Leur dire, on va construire un projet commun et mettons ça à plat, ça ne me semble pas antagoniste. Donc on a repris les termes de ce qui nous semblait un diagnostic partagé, des ambitions communes, et puis maintenant, il y a une négociation qui s'enclenche. D'accord. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.